Bonjour à tous. Donc, je suis Blandine, je suis la créatrice de l'école des petits expats et je donne des cours de français à des petits francophones qui vivent à l'étranger. Et je travaille donc au contact de familles bilingues au quotidien. Et voilà, et donc toi, Anna, donc toi, tu n'es pas enseignante, mais toi aussi, tu travailles avec des familles bilingues, c'est bien ça? Oui, bonjour Blandine. Bonjour à Mm. tous. Je suis Anna Jachim et je suis coach en éducation bilingue et biculturelle. Ce qui Mhm. veut dire que je travaille pas avec les enfants, mais je travaille avec les parents qui Mhm. ont du mal à transmettre leur langue maternelle à leurs enfants. Donc, par Mhm. exemple, l'enfant qui répond pas dans la langue du parent ou l'enfant qui connaît pas encore la langue parce que le parent n'a pas encore commencé à la transmettre. Donc, j'aide Mhm. les parents pour que les enfants parlent dans leur langue. Voilà. Dans leur langue, d'accord, très bien. Alors aujourd'hui, on va parler des erreurs. Voilà. En tant que parents d'enfants bilingues, on a tous ressenti ce dilemme à un moment donné quand notre enfant s'adresse à nous dans notre langue maternelle et qu'il fait une erreur. On a très envie de le reprendre, de le corriger, mais en même temps, on n'a pas envie de l'interrompre parce que on sait que ça lui demande un certain effort. Donc voilà, on va essayer de parler de ça aujourd'hui, de comment réagir et comment faire. On peut commencer peut-être par nos expériences justement de maman d'enfants bilingues. Toi, Anna, est-ce que ça t'arrive souvent en tant que maman d'avoir affaire à ce problème? Euh, En fait, non, non, ça m'arrive pas souvent parce que mon fils, en fait, il parle très bien ma langue maternelle, donc le polonais. D'accord? Et donc, parfois, je les corrige, mais c'est très rare, hein. Mais en Mhm. fait, ce que j'ai fait au tout début, je lui ai posé la question. Je lui ai demandé s'il souhaite d'être corrigé. Et il me Ah, dit oui, parce qu'en fait, il a vraiment envie de bien parler le polonais. mhm, Voilà, pour lui, c'est important. Et en plus, on a eu une petite histoire comme ça quand il était petit. On est parti en Pologne et quelqu'un de ma famille a dit oh ouais, il parle super bien. Et c'est très charmant cet accent français. Parce qu'en fait, à l'époque, mhm, il prononçait le R à la française et en polonais, le R, il est devant. Et donc, lui, il a entendu ça et pour lui, c'était pas du tout agréable. Et donc, quand on est rentré, il m'a dit, Maman, moi, je ne veux pas qu'on me dise ça. Je veux pas qu'on puisse me dire que j'ai un accent français. Et donc, c'est mhm, lui qui m'a demandé de faire des exercices avec lui pour mhm, apprendre le R polonais. Et mhm, donc, on l'a appris. mhm, Donc, tu vois, lui, c'est un peu particulier. En fait, je pense que peut-être c'est aussi du fait de mon travail, il a cette sensibilité à la langue. C'est peut-être lié aussi à sa, je sais pas, conscience métalinguistique. Mais il mhm, s'intéresse à la langue. Et souvent, on a aussi des conversations sur les langues. Donc, voilà pourquoi on dit comme ça. Et regarde, dans cette langue, c'est comme ça. En anglais, c'est encore dit, différemment. Donc, il y a cette relation très particulière, hein. Et mhm, c'est très enrichissant et pour lui et pour moi. Et en plus, pour lui, c'est motivant parce qu'en fait, mhm, cette langue, elle a plus de sens pour lui. Voilà. mhm. Et comment... D'accord, donc oui, donc c'était une petite remarque qui n'était pas, Non, une petite remarque qui semblait anodine pour l'adulte qui ouais. l'a prononcée et qui lui l'a un petit peu inhibé, un Ouais, je petit pense peu. que c'était un peu maladroit. C'est un peu comme on dit, Mm, ah, vous parlez très bien et j'adore votre accent étranger. Ouais, mm. voilà, C'est c'est pas agaçant. toujours, pas toujours super adroit, quoi. Donc ça lui est arrivé. Et toi? Alors, comment ça se passe avec tes... Oui, c'est vrai que oui, moi aussi, j'y suis confrontée au quotidien. Donc, j'ai deux enfants il y en a un qui a 7 ans et l'autre qui a 4 ans. Et c'est vrai que je le remarque beaucoup avec le plus petit, surtout. Voilà, il fait beaucoup d'erreurs avec donc l'espagnol est sa langue majoritaire et le français, la langue minoritaire. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça s'estompe avec l'âge. C'est peut-être une impression, je ne sais pas. Euh, j'ai l'impression aussi que ça dépend de la personnalité des enfants, effectivement. Le plus petit est un petit peu plus introverti et sensible. Et j'ai l'impression que voilà, ça dépend aussi de des personnalités des enfants. Ouais. Justement, donc est-ce qu'on doit corriger nos enfants qui sont en train d'acquérir notre langue comme langue minoritaire? Alors, peut-être on peut commencer par nous poser la question, pourquoi nous, les parents bilingues ou plurilingues ou multilingues, pourquoi on se pose cette question beaucoup plus souvent que les parents qui élèvent Mm, les enfants dans un environnement monolingue? Et en fait, comment l'enfant acquiert une langue? Bah, il entend et du coup, il arrive à se corriger tout seul. Donc, s'il y a une seule langue, les parents peuvent corriger, mais ils n'ont pas besoin parce qu'ils savent qu'avec le temps, l'enfant va se corriger tout seul.
parce qu'il écoute et il n'y a pas d'autres langues en compétition. Et donc, c'est la seule langue. Et chez nous, c'est différent parce que les contacts avec notre langue maternelle est moins important puisqu'il y a la langue majoritaire, hein, donc la langue du Mm, pays. Et très souvent, il y a juste un parent, parfois deux, mais souvent, c'est un seul parent qui est la source de la langue minoritaire. Et donc, si l'enfant, pour que l'enfant apprenne une langue, il faut qu'il passe au moins 30% de son temps dans cette langue, en fait, sont actifs. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que le contact de notre enfant avec la langue ou l'exposition à la langue est suffisante? Et est-ce qu'elle est suffisante pour que l'enfant puisse se corriger tout seul? Et comme ça, nous, mm, on n'a pas besoin de le faire. Et souvent, ce n'est pas le cas. Donc, déjà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut toujours augmenter les contacts avec la langue. Donc, grâce à des livres, des podcasts, des audiobooks, des films, des conversations, des contacts avec d'autres personnes. Et puis, le temps que nous, on va passer avec l'enfant. Et puis, ensuite, il y a la question aussi de ce qu'il faut corriger, parce il y a différents éléments qu'on peut corriger. Il y a le vocabulaire, mais il y a aussi la grammaire et il y a la prononciation. Et chacun de ces éléments a une importance différente. Et donc, en fait, on ne peut pas dire hein, s'il faut corriger oui ou non, parce que ça dépend de plein de facteurs, hein. Ça dépend de mm, la situation, ça dépend de la personnalité de l'enfant, ce que tu as dit, et ça dépend aussi de son niveau linguistique. Donc, par exemple, la personnalité, il y a des enfants qui sont perfectionnistes, donc en général, ils n'aiment pas être corrigés. Il y a des enfants qui sont peut-être pas perfectionnistes, mais qui sont plus introvertis, qui sont analytiques et ils n'aiment pas non plus, en fait. Pour eux, ils- si on les corrige, ils peuvent se fermer à la langue. Et puis, il y a d'autres qui sont extravertis et qui sont à l'aise avec la langue et qui, même s'ils sont pas à l'aise, de toute façon, la forme n'est pas importante pour eux. Donc, ils vont parler parce qu'ils osent, en fait. Et après, il y a aussi différentes situations. On va se comporter différemment si on est en présence d'autres personnes. Donc, on va pas corriger l'enfant mm. s'il y a d'autres enfants ou d'autres parents parce que l'enfant peut se sentir dévalorisé. Et puis aussi, si par exemple l'enfant il nous raconte quelque chose, il est excité par quelque chose, il veut le partager avec nous, bah, si on l'interrompt, bah, du coup, il va plus parler et on va couper le flux de la communication. Ouais. Donc, Mm, voilà, il y a des situations qui jouent aussi. Et puis, le troisième facteur, c'est le niveau de la langue. Donc, par exemple, si on veut activer la langue minoritaire, parce que l'enfant, il ne la parle pas trop, mais nous, on voudrait, voilà, il y a les bilingues réceptifs et nous, on essaie d'inciter notre enfant à parler notre langue. Si on commence à les corriger, bah, c'est sûr que ça va être contre-productif. Et mm, ça me rappelle, j'avais une maman en consultation qui est venue et qui me dit, mais ma fille, elle n'aime pas ma langue, c'était la langue espagnole, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, mais est-ce que vous la corrigez? Elle dit, oui, oui, parce elle commence à parler et en fait, moi, je voudrais qu'elle parle bien dès le début, comme ça va être plus facile. Si tout de suite, elle apprend à parler sans faute, bah après, elle va mieux parler. Et je lui dis, mais peut-être il faut éviter la corriger, au moins au début, et vous allez voir si l'attitude de votre fille change. Et c'est vrai, au bout de quelques semaines, en fait, la fille, elle s'est un peu ouverte à la ouais. langue, parce que sinon, voilà, il y avait ces problèmes Il y de a moins de correction, pression sur ses épaules. il y avait cette pression, voilà. Et après, s'il y a des enfants qui parlent bien, et s'ils sont à l'aise avec la langue, bah là, c'est différent. Là, c'est du perfectionnement. Donc là, on peut se permettre de corriger. Voilà. Ouais. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Ouais, c'est très intéressant, surtout ce que tu disais sur le fait qu'effectivement, par rapport à un enfant dans un contexte monolingue, un enfant qui fait une erreur dans un contexte monolingue, finalement, il va avoir plein d'autres occasions pour Mm, se rattraper, plein d'autres interlocuteurs, plein d'autres contextes. Ça peut être à l'école, ça peut être un copain, ça peut être n'importe où. Alors que nous, dans notre contexte à nous, dans notre situation à nous, finalement, la correction de l'erreur, elle repose un petit peu presque que sur nous. mm, mm. Donc, effectivement, ouais, c'est très intéressant. Et donc, justement, quels sont les... Tu parlais de cette petite fille d'origine espagnole. Quels sont les risques si on corrige nos enfants trop souvent? Alors, si on corrige nos enfants trop souvent, le risque, c'est que l'enfant se ferme à la langue ou Hmm, voilà, qu'il s'intéresse plus à la langue et qu'il refuse même de la parler. C'est un peu comme une huître hein, qui se ferme parce qu'il va penser, donc, moi, j'ai fait de l'effort, hein, j'ai fait de l'effort pour maman et elle n'est jamais contente. Et donc, hmm, il y a un risque de rejet parce que, bon, ok, c'est une situation très extrême, mais
Si on n'arrive pas à faire quelque chose comme il faut, on peut se dire, bah, à ce moment-là, je vais pas le faire du tout, en fait. Comme ça, il n'y Mm, aura pas d'erreur. Et c'est un peu comme un enfant qui rentre de l'école et il est tout content parce qu'il a une bonne note, il a eu 14 et son mm, papa, ou sa maman, mais c'est plus souvent son papa, elle lui demande, alors pourquoi t'as pas eu 18? Ah bah, ouais. Donc, en fait, c'est un peu ça. On peut toujours faire mieux, mais si à chaque fois on nous dit qu'il faut faire mieux, bah, en fonction de notre personnalité, on peut acheter la langue. Et donc, ça agace pas uniquement les perfectionnistes, mais en fait, ça peut agacer tout le monde. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, ben à ce moment-là, en fait, ce qui est bien de faire, c'est de demander à l'enfant. Comme l'enfant il est un peu plus grand, on peut lui demander, est-ce que tu veux que je te corrige quand tu fais des petites fautes mm, ou est-ce que tu veux pas? Si tu veux pas, je le respecte. C'est ton choix, c'est très bien. Tu vas te corriger tout seul aussi. Mais si tu veux, je vais le faire, peut-être pas à chaque fois, mais de temps en temps. Voilà, comme ça, l'enfant, il donne son avis et nous, on respecte son avis. Après, je me dis, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre d'où vient cette envie, chez nous, les parents, de corriger nos enfants. Est-ce que mm, c'est parce que c'est une sorte de perfectionnisme chez nous? Ou est-ce qu'on veut parler, on veut montrer que notre enfant parle bien notre langue? Mais si on veut le montrer, on peut le montrer à qui? À d'autres personnes, à notre famille? Mais du coup, c'est plutôt notre ambition et c'est pas l'ambition de l'enfant. Donc, mm, bien sûr, c'est important que l'enfant parle bien notre langue pour qu'il soit à l'aise aussi bien avec les membres de notre famille qu'avec d'autres personnes et puis qu'il soit aussi à l'aise dans notre pays parce que notre pays, c'est aussi un peu le sien. Et peut-être un jour, il voudra y habiter ou faire ses études, on ne sait pas. Mais il faut pas mettre la pression parce que si on met la pression, ça peut être contre-productif et l'enfant mm, va ne pas le supporter. Parce que de mm, toute façon, l'essentiel, c'est que l'enfant soit capable de communiquer. La mm, langue, c'est à quoi? La langue, c'est à communiquer. Et donc, mm, j'aime bien, en fait, j'ai une petite métaphore, c'est l'image d'une échelle. Donc, l'échelle, elle a des échelons ou des niveaux. Et mm, donc, si notre enfant est au niveau 2, on va pas le faire sauter tout de suite. Au niveau 5 ou 6, mm, voilà, ça concerne pas uniquement la langue, ça concerne tout. On va le faire progressivement. Et complètement. souvent, l'enfant qui commence à parler ou qui fait encore beaucoup de fautes, si on commence tout de suite à les corriger, ben, Ah non. et il va tomber, en fait, déjà, il va pas monter, et s'il monte, il va tomber. Donc, en Ouais. fait, il faut respecter le rythme de l'enfant. Et Oui, après, et puis il faut pas se focaliser sur les échelons qu'il n'a pas encore gravis, mais sur ceux voilà. qu'il a déjà gravis, et c'est déjà énorme. Ouais. C'est surtout que c'est pour ça justement que j'ai dit que parfois on peut augmenter les contacts avec la langue, même pas les contacts qui viennent de nous, mais par exemple, voilà, plus de chansons ou plus de podcasts ou plus de Mm, conversations avec les grands-parents pour que l'enfant puisse aussi se corriger tout seul. mm, Voilà. Et complètement. puis, pour donner un exemple peut-être un plus concret, bah, moi, je corrige mon fils parce qu'il parle bien. Mais s'il parlait pas bien, je le ferai pas parce que je suis déjà contente du fait qu'il parle. Parce que déjà, il y a Mm, plein d'enfants, complètement. voilà, qui sont élevés dans un environnement bilingue, qui parlent pas, qui développent le bilinguisme réceptif. On en a parlé la dernière Mm, fois. Et donc, déjà, si l'enfant parle, c'est très, très bien. Donc, oui, la forme, elle est importante, mais elle n'est pas la plus importante parce que la langue, c'est à communiquer. Euh, c'est pas un concept pour nous. Voilà, c'est pas un objet d'étude. C'est notre langue maternelle. Voilà, donc mm, il faut pas oublier ce qui est essentiel. oui, complètement, complètement d'accord avec toi. Et alors à l'inverse, si on ne corrige pas du tout nos enfants, que se passe-t-il? Quels sont les risques? Alors, si on ne corrige pas, ben, notre enfant, il va faire des fautes. Mais comme j'ai dit, ça dépend du contact avec la langue. Mm, Et on peut toujours augmenter ses contacts. Et puis, l'enfant peut se corriger tout seul grâce au contact avec la langue. Et puis après, on peut aussi il peut nous demander, comme il est plus grand, de les corriger, ou on peut lui proposer de les corriger. Et de toute façon, c'est très rare qu'on ne corrige pas du tout. Et c'est très rare que l'enfant qui parle une langue, c'est rare qu'il la perfectionne pas. C'est-à-dire qu'il fasse pas de progrès. mm, Parce que plus on parle, mieux on la parle. C'est comme nous, voilà, au mm, début on parlait pas très bien et maintenant on parle de mieux en mieux, après voilà, on parle très bien. Donc l'enfant, de toute façon, il va perfectionner ses langues. Donc je pense que c'est pas vraiment un problème. Dès qu'il est à l'aise avec la langue, il va la perfectionner, et même avant. Donc voilà, donc il n'y a pas de risque. oui, Et voilà, les contacts avec la langue, les films, les podcasts, les e-books, les oui, livres, ça mm, va mm. aider aussi. C'est ça, oui. Donc finalement, laisser du temps au temps, se dire que voilà, si l'erreur n'est pas corrigée là tout de suite, c'est pas grave.
à d'autres occasions. Et puis exposer, effectivement, faire en sorte que son exposition à la langue ne se résume pas à nous, mais aussi Oui, d'autres choses. oui, Comme parce tu que dis, effectivement, l'exposition à des musiques, des films, l'exposition, le contact avec les grands-parents, etc. Il faut multiplier, en fait, mm, les contacts avec cette langue. oui, et l'école de langue aussi, voilà, Oui. parce que l'apprentissage ou l'acquisition d'une langue, c'est un processus. Donc, ça se fait pas Mm. du jour au lendemain. Et Mm. voilà, en parlant de l'école, en fait, dis-moi, parce que moi, je travaille pas les enfants, donc le seul contact avec les enfants que j'ai, bah, c'est, en fait, c'est par rapport à la langue. Donc, c'est mon fils ou c'est les parents avec qui Mhm. je travaille, donc qui me Mhm. racontent. Mais je suis pas en contact direct avec les enfants. Et donc, toi, tu travailles à l'école des petits expats, donc c'est une école pour les enfants d'origine française qui apprennent ou qui acquièrent la langue française. Et donc, Mhm. dis-moi, quelles sont les fautes que tu rencontres le plus souvent en travaillant avec des Oui. petits français? Voilà. Alors, tu faisais allusion tout à l'heure à des fautes, à des erreurs de vocabulaire. C'est souvent les plus courantes. Mhm, C'est-à-dire que les enfants vont prendre un mot espagnol ou anglais et puis ils vont le franciser. Ou alors ouais, ils vont mal l'utiliser. Par exemple, un enfant en espagnol qui va me dire la plante a créci, par exemple, au lieu de dire la plante a grandi, il a pris le verbe espagnol et puis il l'a francisé. Ce mhm, matin aussi, j'ai eu un exemple avec un enfant un enfant francophone, mais qui vit en Australie. Il m'a dit qu'il avait trouvé une pierre dans une cave. Alors, ça m'a fait tilt et j'ai dit, ah, attends, tu veux dire une grotte, c'est ça, une grotte? Oui, 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 une grotte. Alors, voilà. Donc voilà, c'est des erreurs de vocabulaire, c'est très courant. Des erreurs de syntaxe aussi, par exemple, dans la manière comment dire, d'organiser les mots dans la phrase, mhm, dans les structures grammaticales, par exemple. En espagnol, on met souvent la préposition a. mhm. Par exemple, j'ai vu a Léo dans la rue, au lieu de dire j'ai vu Léo dans la rue, parce qu'en espagnol, on dirait a. Ouais. Il y a aussi beaucoup d'erreurs de prononciation. Par exemple, je reprends l'exemple d'un élève qui vit ici en Espagne, parce que c'est beaucoup d'élèves francophones qui vivent en Espagne. Le B et le V se prononcent de la même manière en espagnol. Donc, par exemple, j'ai beaucoup d'enfants qui me disent j'ai vu un avion, ou, il y a une bâche dans le pré, au lieu de dire il y a une vache. Ou le sabon pour se laver les mains. Et Ouais. voilà, c'est les erreurs les plus fréquentes. Et puis, il y a aussi des erreurs qui n'ont rien à voir avec le bilinguisme, qui sont pas liées à la confusion entre deux langues. Par exemple, vous faisiez au lieu de vous faites. Ouais. J'ai apprendu au lieu de j'ai appris. Ça, c'est des choses qu'on entendrait dans la bouche de n'importe quel enfant monolingue. Voilà. Et donc, pour revenir à la question principale, comment euh, voilà, corriger, ne pas corriger, comment faire pour que notre enfant parle correctement? Alors, donc, si on corrige, c'est, je pense que c'est bien de garder un certain équilibre. Donc, on valorise quelque chose et on corrige quelque chose d'autre. Donc, c'est un peu comme Mm, avec un enfant qui fait un dessin, on va lui dire waouh, j'aime beaucoup ton dessin, c'est vraiment chouette, la maison elle me plaît beaucoup, elle est super bien dessinée, en plus il y a un chat et la cheminée. Et il y a juste une petite chose que j'ai fait peut-être différemment, c'est la couleur. Mais à part ça, tout est super. Donc mm, l'idée c'est de ne pas dire bah, ce qui me plaît pas, c'est ça, et ça, il faut le changer, mais corriger juste peut-être une faute à chaque fois. Et pas, mm, par exemple, si la phrase elle est complètement mal faite ou mal dite, bah, on dit que ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Parce que du coup, l'enfant, il va le ressentir vraiment comme une sorte de critique. On peut corriger et corriger. Donc, on peut corriger de façon très scolaire. Et puis, on peut faire avec des phrases un peu moins strictes, un peu déguisées, donc pour que l'enfant, parfois, il ne se rend même pas compte que c'est une correction. Donc, comme je disais, et tu l'as dit aussi, il y a plusieurs éléments qu'on peut corriger. Il y a le vocabulaire, il y a la grammaire et la prononciation. Et donc, par exemple, pour le vocabulaire, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut... Donc, on fournit à notre enfant des mots qu'il ne connaît pas ou des synonymes pour dire la même chose un peu différemment, pour ne pas répéter trop souvent les mêmes expressions. Et par exemple, mon fils, il m'a raconté une histoire, hein, c'était assez long, c'était une histoire de manga.
Et c'était très bien, sauf qu'en fait, il disait et après, et après, et après, Mm. tu sais, pour marquer les étapes de l'histoire. Et au bout de 10 minutes, j'en pouvais plus parce que c'était vraiment... C'était super, mais c'est après, ça, à chaque fois, ça cassait le rythme. Et donc, je lui dis, mais c'est super intéressant, mais c'est juste que j'arrive pas avec après, ça me... Voilà, j'arrive pas à suivre. Est-ce que tu peux dire parfois ensuite ou et à ce moment-là et alors, hein. Voilà, tu peux varier les expressions. Mm. Et je lui ai dit, alors continue parce que je veux savoir ce qui s'est passé. Et donc, j'ai pris sa dernière phrase pour lui montrer que j'étais attentive aussi au contenu, pas uniquement à la forme. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut faire des petits jeux, par exemple. Donc, comment on peut dire la voiture différemment. Donc voilà, ça va Mm. être un véhicule. Ou on peut dire que le gâteau, il est bon, mais il est aussi délicieux. Mm. Donc Mm. voilà, on peut dire, toi, tu me trouves deux mots pour nommer, je sais pas, la maison, et moi, je vais te trouver deux mots, peut-être en français ou en anglais ou dans une autre langue, Mm. pour dire quelque chose d'autre. C'est aussi pour montrer qu'il y a de l'effort de deux côtés. C'est pas uniquement lui qui perfectionne, mais aussi moi, j'essaye de travailler un tout Mm. petit peu. Après, donc vocabulaire, il y a aussi la grammaire. Donc, par exemple, parce que l'enfant conjugue mal ou décline mal, ça dépend de langue, en fait. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut répéter avec la forme correcte, ou sinon, on peut lui poser la question en utilisant la bonne forme. Et ce qui est bien aussi, c'est de le faire peut-être plus tard dans la journée, de répéter encore une fois la forme correcte pour qu'il puisse mémoriser. Comme ça va rentrer Mhm. dans la tête plus facilement. Dans la langue où on décline ou on conjugue, on peut faire aussi un petit exercice. C'est assez scolaire, mais si on fait ça avec de l'humour, ça peut passer. Donc, par exemple, on peut dire je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, voilà, ils vont. Donc, si on rigole ou si on change de voix, par exemple, ça peut être rigolant. Et le troisième élément, c'est la prononciation. Alors, la prononciation, elle dépend de deux éléments. Donc, il y a l'oreille. Donc, l'enfant, il doit entendre le son. Et puis, il y a la pratique. Donc, les articulations dans la gorge. Donc, ça veut dire que l'enfant, il doit parler pour apprendre, en fait, pour que ces articulations puissent lui permettre de bien prononcer. Donc, voilà. Donc là, l'écoute toute seule, elle suffit pas. Et donc, ce qu'on peut faire pour aider l'enfant, c'est qu'on peut l'enregistrer quand il parle. Et donc, pour lui montrer comment il prononce. Et aussi, de toute façon, il va être content de pouvoir s'entendre ou de pouvoir se voir Mhm. parler parce que c'est toujours valorisant pour l'enfant. Comme ça va Mm. le motiver. Il va voir, ah ouais, moi, je sais les faire. Regarde, moi, je parle bien, hein. Je parle bien français ou une autre langue. Voilà. Et puis, de façon donc plus générale, comme on a déjà dit plusieurs fois, augmenter les contacts avec la langue et les contacts passifs et actifs aussi. Donc, les Mhm. conversations, mais aussi la lecture. Mm. Parce que grâce à la Mm. lecture, l'enfant va mémoriser les structures correctes et la prononciation. Et ce qui est Mm. important, c'est pas uniquement ce que les parents lisent à l'enfant, mais que l'enfant lise lui-même et qu'il lise aussi bien à voix haute que pour lui. Parce que quand il lit à voix haute, bah, il prononce. Et donc là, il y a les articulations qui travaillent. Et puis il y a le parent qui peut être à côté aussi pour l'aider si jamais il a du mal à prononcer. Voilà, donc Mhm. après, il y a aussi, bien sûr, on peut faire des fautes en écrivant, donc il y a aussi l'orthographe. Mais bon, ça, c'est plus scolaire et ça va venir après, et puis avec l'aide de l'école. Mm. Et puis voilà, on peut se poser aussi la question par rapport à nous et comment nous, on a fait pour ne plus faire de fautes, pour faire moins de fautes, et à quel âge on a Mm. commencé à parler et écrire correctement. Donc voilà, si Complètement. nos enfants qui ont 5 ans ou 8 ans ou 10 ans ou même 12 ans, s'ils font des fautes, ben, faut se dire peut-être là, ils font des fautes, mais à 16 ans ou à 20 ans, ils vont plus en faire. Et une autre question, en tant que parent, à quel moment est-ce qu'on interrompt? Est-ce qu'il faut interrompre son enfant ou pas? Ben, moi, je propose de ne pas le faire Mm. pour ne pas perturber l'enfant et pour que Mm. l'enfant ne pense pas, bah, de toute façon, maman, ce qui l'intéresse, c'est comment je parle et pas ce que je lui raconte. Donc, comme je disais, si l'enfant parle dans notre langue, c'est déjà très bien. Donc, il Mm. vaut mieux ne pas couper la communication, même pour, par respect pour notre enfant qui essaye de nous dire quelque chose, qui veut partager quelque chose avec nous. Donc, il vaut mieux attendre qu'il termine et ensuite
à ce moment-là, on peut corriger. Et ce qui est bien, c'est de reprendre aussi ce qu'il a dit à la fin, pour lui montrer on a tout écouté, voilà, on n'était pas juste attentif à la Oui, forme, mais aussi oui, au contenu. mm, Donc voilà, il ne faut pas que l'enfant pense que la langue, pour nous, c'est plus important que ce oui, qu'il veut nous dire. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est notre relation, et notre relation, elle est basée sur la communication. mm, Et voilà, donc, comme je disais, si on corrige, à ce moment-là, on reprend aussi ce qu'il a dit pour montrer qu'on a tout compris. Et parce que pour lui, quand il est petit, en fait, pour notre enfant, c'est le contenu du discours qui est plus mm, important que la forme. Donc, mm, voilà. Et puis, après, je pense que c'est aussi, quelle que soit la langue, est-ce qu'on interrompt quelqu'un oui, qui partage avec nous quelque chose qui est important pour lui, surtout si c'est un ouais, moment émotionnel et pas ouais, uniquement. Voilà, on attend. ouais, Après, voilà, il y a des enfants qui parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup et ouais. on n'arrive pas à placer une phrase. Là, peut-être permettre d'interrompre de temps en temps parce que sinon, ça peut durer et durer. Ouais. Mais, mais voilà, en plus, si jamais c'est un enfant qui parle peu, là, on peut vraiment pas interrompre. Mais vraiment pas parce Non, que sinon, bah, il va se refermer. Donc, ouais, ça dépend de la situation et puis de la personnalité. En fait, tout est lié finalement. ouais. Oui, et puis je pense qu'en tant que parent, voilà, on sait le bon moment, on sait. Ouais, Mais effectivement, mais c'est vrai que comme tu dis, je trouve que c'est important de le souligner et de le répéter quand, si on reprend une faute, si on reprend une erreur, quand on met le doigt sur l'erreur, ne jamais oublier aussi de redire, mais, oui, mais en tout cas, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, ce que tu as dit est très intéressant. Voilà, de terminer pas sur l'erreur, mais ouais, sur le contenu de son message et ouais, c'est de quelque chose de redire. positif finalement. Oui, oui, de terminer là-dessus pour dire, bon, ok, j'ai entendu que tu as fait une erreur, mais j'ai quand même entendu ce que tu m'as dit. Ouais, tout à fait. Ouais. Et toi, comment tu as agi à défaut de français chez les enfants? Euh, est-ce que tu as des jeux ou des astuces? Et puis aussi, quelles fautes tu corriges le plus? Parce qu'il y a peut-être qui sont moins importants pour toi dans l'apprentissage plus scolaire hein, que d'autres. Oui, c'est vrai que bah, enfin, je te rejoins sur beaucoup de choses dans tout ce que tu as dit précédemment, c'est-à-dire que moi déjà, c'est vrai que je pense qu'il faut considérer l'erreur comme quelque chose de tout à fait normal. C'est un processus, c'est dans le processus d'apprentissage et il faut vraiment que l'enfant le sente et le comprenne. Et voilà, ça veut juste dire qu'il a essayé quelque chose et qu'il a tenté quelque chose. Et, et en même temps, une fois qu'on a dit ça, il faut pas tomber dans l'excès inverse. Il faut pas faire comme si de rien n'était. Et parce que sinon, l'enfant va, voilà, il va toujours refaire Mm. la même erreur. Donc, je pense que c'est important voilà, de lui signaler de la manière la plus douce et la plus dédramatisée possible. Donc, comment je fais moi? Je fais comme toi, j'attends, je n'interromps pas, j'attends qu'il ait terminé sa phrase, j'évite de couper dans son élan. Euh, voilà, je sais que ça lui demande un gros effort de s'exprimer en français parce que c'est pas sa langue la plus musclée, la plus stimulée dans son quotidien. Donc voilà, j'évite de couper, j'évite de le couper dans son élan. Donc je vais reformuler naturellement. Je vais lui dire, par exemple, l'enfant qui m'a dit la plante a créci, je vais lui dire ah oui, la plante a grandi. Euh, voilà, voilà, je vais reformuler la phrase de façon naturelle. J'essaye je, comment dire, j'essaye de le faire avec beaucoup de douceur, avec un sourire, avec un petit clin d'œil. Je fais attention en fait au non-verbal, en fait, à mes expressions faciales. Mm. Je vais éviter de faire ça, par exemple. Les enfants sont très forts pour détecter ce genre de réaction. Ils sont très sensibles, je pense, à ça. Donc voilà, je fais attention aux expressions de mon visage et puis voilà, je corrige pas non plus toutes les erreurs, comme tu le disais. J'ai pas envie de les inhiber et je sais que l'occasion se représentera une autre fois. Et voilà, je sais qu'il y a il y a des moments qui s'y prêtent, il y a des moments où on peut corriger l'erreur, et puis il y a des moments où c'est pas grave. C'est pas grave. Concrètement, comment je fais pour corriger les erreurs? Il y a plein de choses. Effectivement, il y a des exercices des petits jeux autour du vocabulaire.
sur la prononciation, il y a beaucoup de choses sur par exemple, avec les comptines des chansons. Mhm. Je reviens sur l'exemple du B et du V en espagnol. Il y a quelque temps, on a appris Vive le vent avec mes élèves francophones, mais qui vivent ici en Espagne. Et donc, le bibleban, on l'a travaillé. On l'a travaillé parce qu'en plus, on allait la chanter devant les parents. Donc on a beaucoup travaillé sur le V. Et, euh, et maintenant, on s'y réfère souvent. C'est-à-dire que c'était il y a quelques mois déjà. C'était il y a plus d'un an quand on a appris cette chanson. Et maintenant, à chaque fois quand qu'on rencontre à nouveau ce problème de prononciation, on fait référence à Vive le vent Mhm. et ça revient. Voilà. Il y a aussi beaucoup de virlangues. Tu sais ce que c'est les virlangues? C'est des petites phrases où on retrouve le même son. D'accord. C'est des phrases compliquées Euh, hein, à prononcer. ouais. Ouais. Par Ouais. exemple, les chaussettes de l'archiduc sont-elles sèches? J'ai réussi. Mais voilà, alors elle est difficile, hein, mais il y en a beaucoup en fait. Il y en a beaucoup. On peut en trouver très facilement sur Internet. Oui, on a ça aussi Euh, en Pologne. voilà, on peut l'imprimer. Par exemple, il y a beaucoup d'instituts qui proposent ça. On Mhm. peut les imprimer, les découper, et puis le soir, on peut lire son petit virlangue. En plus, les adultes aussi, ça nous met aussi en difficulté. Donc, ça peut être vraiment un jeu parce que finalement, on se met au même niveau que l'enfant. Je voulais juste, pour finir, en fait, dire que ce qui est super important, c'est de toujours observer l'enfant, en fait, Mm, et d'adapter notre comportement à ses besoins et à la situation. Bon, ok, ça fait oui, partie de l'éducation, mais il faut pas reproduire des schémas parce qu'on nous a dit non. qu'il faut faire comme ça et moi je l'applique à la règle. Non, il faut être attentif, il faut pas forcer, il faut pas obliger l'enfant, mais il faut vraiment voir Mm, quels sont ses besoins à ce moment précis. Et si on a un mm, doute, on peut toujours demander à l'enfant. On lui pose la mm, question. Au pire, il ne saura pas nous répondre. mm, Parce que peut-être qu'il est trop petit pour savoir ce que ça veut dire corriger. Mais voilà, si on lui demande, ça montre aussi qu'on le respecte et que son avis compte pour nous. Après, il faut tout à fait. respecter aussi son avis. Mm, mm, Voilà, mais ça va aussi l'impliquer davantage dans ce processus d'acquisition de la ouais, langue. Parce qu'il va se sentir concerné parce que maman m'a demandé mon avis. Donc, moi, je tout à suis... fait. Et donc, voilà, On on va va se le... sentir acteur de ça et Voilà. complètement. Bon, très bien. C'était une fois de plus, c'était très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses et c'est vrai que enfin, j'espère que ce sera utile et que ça répondra aux questions et aux interrogations des parents d'enfants bilingues qui nous écoutent. Voilà. Très bien. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet et une nouvelle vidéo. Avec plaisir. Merci, Et, Mélanie. au À revoir. À bientôt. bientôt.